Donc, je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous emmène sur un sujet qui peut paraître donc, on revient sur l'échelle en fait micro que nous présentait Marie-Ève, là, donc notamment sur comment est-ce que les producteurs changent leurs pratiques. Et on va s'intéresser aux cultures de couverture. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que les cultures de couverture. C'est aujourd'hui des pratiques qui sont extrêmement connues, puis bien mis en avant aussi par le PAD. Et pour moi, les cultures de couverture, c'est pas tant ça qui est important, parce que ça va aussi être un prétexte quelque part que je vais utiliser pour essayer d'illustrer l'importance des études longitudinales des processus d'adoption. Donc c'est un peu mon angle. Puis la culture de couverture, c'est une des pratiques là qui est un peu phare. Quand on regarde un peu ces types de pratiques, on voit que au Québec, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits qui font en sorte qu'on maîtrise de plus en plus cette technique de des cultures de couverture, parce que c'est beaucoup de techniques différentes. Il y a des aides financières aujourd'hui avec le PAD qui visiblement fonctionnent bien en tous les cas sur lesquels il y a un bon retour. C'est aussi des pratiques pour lesquelles on reconnaît beaucoup de bénéfices, donc sur la santé des sols, pour la qualité de l'eau, souvent qu'on associe à une meilleure stabilité des rendements, voire une augmentation, qui permettent de mieux contrôler les adventices, également de diminuer l'utilisation des fertilisants. Donc, il y aurait beaucoup de bénéfices à ces cultures-là face aux enjeux environnementaux actuels. Mais on sait aussi que les cultures de couverture, c'est ce que montre la littérature, ça demande pour les producteurs une technicité importante. Donc, c'est pas si facile que ça à maîtriser finalement. Et ça implique des coûts. Donc, évidemment, les coûts des semences, des cultures, mais également en temps de travail, qui est important, et en temps d'investissement, puis le travail en tant que tel. Et souvent, c'est des cultures en tout cas des pratiques, qui vont nécessiter une réorganisation du travail à la ferme. Donc, c'est loin d'être si simple à intégrer dans un système de pratique pour un producteur. Et au final, même si c'est des pratiques agro-environnementales qui sont connues depuis longtemps, parfois, pour certains maîtrisées depuis longtemps, en fait, elles sont souvent peu utilisées. Par exemple, aux États-Unis, on estime que c'est à peu près 5% des producteurs qui utilisent ces techniques-là. Alors, comme tout chercheur, évidemment, on fait toujours une revue de littérature internationale sur quels sont... donc, moi, je m'intéresse à l'adoption. Là, donc, quels sont les facteurs qui sont reconnus dans la littérature pour influencer l'adoption de ces cultures de couverture. Et quand on fait cette revue de littérature-là, ce qui ressort, c'est qu'il y a plein de facteurs qui vont jouer. Il y en a qui vont jouer, donc, qui sont liés à la caractéristique de la pratique en tant que telle, au niveau de l'individu, au niveau de son exploitation. Puis, il y a des facteurs un peu plus méso. Est-ce que le producteur va être connecté à des réseaux de pairs, à des conseillers agronomiques qui vont pouvoir l'aider à intégrer cette pratique-là, puis des facteurs plus macro comme les aides financières ou encore les politiques d'assurance récolte qui ont plutôt été reconnus dans la littérature comme étant des facteurs qui limitaient en fait l'adoption des cultures de couverture. Puis là, on voit quand on fait cette recherche-là qu'on empile des facteurs. Il y en a plein finalement. Et quand on prend un pas de recul sur ce bilan de la littérature, il y a 3 éléments qui ressortent qui sont souvent critiqués sur les recherches sur l'adoption. Et la première, notamment, c'est souvent, quand on fait des recherches sur l'adoption, on va comparer des adoptants puis des non-adoptants. Donc, des producteurs qui adoptent des cultures de couverture, puis des producteurs qui n'en adoptent pas. Et dans ces cas-là, on va considérer l'adoption ou la non-adoption comme un état comportemental. Donc, je fais ou je ne fais pas la pratique à un instant particulier dans le temps. Mais on ne se questionne pas, est-ce que l'adoption est pérenne? Puis finalement, quel est le processus derrière l'adoption? Deuxième limite qu'on retrouve, c'est vrai pour les cultures de couverture, mais c'est vrai aussi pour d'autres pratiques agro-environnementales dans la littérature, c'est qu'on va tirer des enseignements sur la base de ces recherches-là qui ont comparé des adoptants et des non-adoptants pour conclure sur comment est-ce qu'on pourrait favoriser l'adoption. Et ce qu'on note notamment, c'est que les déterminants en fait, de l'adoption pourraient ne pas forcément être ceux qui vont avoir un effet sur les non-adoptants. Donc finalement, on tire des informations des adoptants, on va se dire c'est ça qu'il faut faire, mais on ne sait pas vraiment si c'est ça qui agit sur les non-adoptants. Donc ça, c'est une autre, évidemment, limite importante. Et dernière limite, c'est qu'on utilise souvent des cadres théoriques qui vont être limités à certaines dimensions, parce qu'on ne peut pas tout faire. Souvent, c'est des études qui vont être quantitatives avec des questionnaires auprès des producteurs. Et puis, on a aussi des limites avec ça. Puis quand on fait des analyses plus transversales, on se retrouve avec tout un empilement de facteurs, finalement, qui agissent et qui nous font nous questionner, mais
où est-ce qu'il faut agir finalement. Puis souvent, on arrive avec des recommandations il y a eu un article notamment de gens qui travaillent pour la politique agricole commune en Europe qui disaient mais ces recherches sur l'adoption, ça nous aide pas beaucoup parce que ça nous dit d'un côté, il faut des aides financières, de l'autre, il faut de la sensibilisation. Mais ça, on le sait déjà. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Alors, puis ça, c'est des limites qu'on retrouve assez souvent. Et ça nous a amené, dans nos travaux, à nous intéresser sur d'autres choses, et notamment à essayer de mieux comprendre le processus de changement des producteurs vers l'intégration des cultures de couverture. On l'a fait pour les bandes riveraines et plus globalement pour les systèmes de pratique. Mais là, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les cultures de couverture. Donc l'idée, c'est pas de comprendre qui sont les adoptants ou les non-adoptants, mais comment on change les pratiques. Donc le processus derrière. Ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est une synthèse de 2 recherches. Je pourrais en mettre 3, mais là, je me suis limitée à 2. C'est de la recherche qualitative. Puis ça, c'est important de garder ça en tête. Ça concerne quand même 60 producteurs. Notamment, sur ces 60-là, il y en a 20 qu'on a pu suivre sur une étude longitudinale de 6 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 enquêtes et donc on a pu suivre les producteurs au cours du temps sur comment est-ce qu'ils changent leurs pratiques. Et 40 qui ont été réalisées sur des enquêtes uniques. C'est des producteurs qui ont tous des fermes dans les basses terres du Saint-Laurent et majoritairement des fermes de grande culture. Il y en a évidemment qui vont faire de la production animale, mais beaucoup grande culture maïs-soya et beaucoup font au moins du travail minimum. Donc, en fait, ils sont moins nombreux à faire des pratiques de labour, par exemple, mais il y en a quand même. C'est juste pour vous donner un petit portrait. Je vais notamment ici m'appuyer sur des travaux de recherche d'Aurélie Dumont qui termine sa thèse de doctorat et qui a fait cette étude longitudinale sur les processus d'adoption des pratiques agro-environnementales par les producteurs. La première chose qu'on a pu documenter, c'est le processus de changement. Comment se passe ce processus de changement? Et nos recherches ont permis de développer un cadre d'analyse du processus de changement en 7 étapes. Donc, c'est un cadre qui prend appui sur des théories qui sont issues de la psychologie et de la sociopsychologie, où on va considérer donc le changement de pratique comme un changement qui est à la fois comportemental, cognitif et affectif. Changer, c'est pas seulement changer ses pratiques, c'est aussi maîtriser des sentiments et c'est acquérir beaucoup de connaissances également. Mais ça va se faire à différentes étapes du processus. Le changement, c'est pas uniquement des étapes. Là, on le représente par étapes parce que c'est plus facile à représenter, mais il faut le voir comme un continuum dans lequel on peut avoir des allers-retours entre les différentes étapes. Et c'est un cadre qu'on a pu documenter à partir des études longitudinales. Chaque stade est documenté par une série d'indicateurs à la fois comportementaux, affectifs et cognitifs qui permet de positionner les producteurs dans un stade ou dans plusieurs stades. Donc souvent, les producteurs vont être sur plusieurs stades contigus, mais on est capable de les positionner dans un stade qui va être prédominant dans leur discours. Et une des choses que ça nous a amené à faire, notamment ce travail-là sur comment se produit le processus de changement. Donc, il faut savoir qu'il y avait des processus de changement dans la littérature, enfin des processus d'adoption, mais souvent étaient réduits à peu près à la moitié de ce que vous voyez là. Et notamment, les premiers stades des processus de changement n'étaient pas documentés. On ne savait pas comment les producteurs faisaient pour débuter un changement. Donc, nous, c'est notamment une chose qu'on a inséré dans ces processus-là. Et ça nous a amené à nous questionner sur c'est quoi l'adoption. Et en fait, on fait une distinction assez importante. Souvent, l'adoption, on va le considérer comme étant une pratique qui est réalisée sur l'exploitation, partiellement, complètement. Là, donc notamment Rogers qui a beaucoup travaillé là-dessus. Nous, on va préférer parler d'intégration, c'est-à-dire que c'est un stade ultime où le producteur va maîtriser la technique, va avoir une maîtrise cognitive et également affective de la pratique. Il va savoir réagir en cas d'aléa, en cas d'imprévu. Et c'est cette maîtrise-là, finalement, qui va garantir au producteur sa capacité à mobiliser cette nouvelle pratique en tout temps. Et donc, il y a une différence là assez importante entre l'adoption, telle qu'on la voit souvent dans la littérature, et l'intégration, qui est vraiment la maîtrise technique, affective et cognitive d'une pratique. Alors, ce processus, on a pu le documenter précisément pour les cultures de couverture, c'est ce que je vais vous montrer.
Alors, vous voyez que là, notre premier stade n'est pas documenté. Je vais y revenir après. Le deuxième stade, le stade de la résistance. Ici, on retrouve des producteurs qui, en fait, pour eux, ils sont loin d'imaginer qu'ils vont pouvoir changer vers des cultures de couverture. L'enjeu pour eux n'est pas là. Ils vivent un sentiment d'injustice par rapport aux enjeux environnementaux actuels. Ils se sentent comme des pollueurs et donc ils sont dans un sentiment de colère qui empêche en fait tout changement. Ensuite, au stade d'ambivalence, là, les producteurs vont montrer un certain intérêt pour la santé des sols et ils vont commencer à regarder est-ce que j'ai des problèmes sur mon exploitation. Néanmoins, ils voient à ce stade-là, ils voient dans les cultures de couverture plus d'inconvénients que de bénéfices. Ensuite, au stade de déclic, les producteurs vont commencer à reconnaître les bénéfices des cultures de couverture et ils vont montrer un début d'intention d'essayer des cultures de couverture. Puis la préparation, là le producteur a décidé de changer, d'essayer cette pratique-là. Il va commencer à planifier un essai, donc essayer de penser à comment est-ce qu'il peut s'y prendre, comment est-ce qu'il peut construire son itinéraire technique. C'est une phase de prise intense de connaissances. Et finalement, il va passer au stade de l'opérationnalisation, qui est en fait finalement le stade de l'essai. Donc on va essayer des cultures de couverture sur des petites superficies, des petites portions de sa ferme. On va sur cette base-là analyser des résultats, puis ça va permettre de maîtriser progressivement l'itinéraire technique, de prendre confiance, ou s'il n'y a pas de résultat, on va peut-être rester là. Et puis finalement, le stade de l'intégration, où là, finalement, c'est le moment où on va intégrer vraiment, donc on va avoir cette maîtrise de la culture de couverture sous différentes conditions dans le système de pratique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? D'abord, ce qu'on peut observer sur la base des producteurs qu'on a enquêtés, c'est que le stade de la résistance est souvent plus prédominant que celui de l'inaction aujourd'hui, pour ceux qui se situent en début de processus. Ce que ça veut dire, c'est que les enjeux environnementaux aujourd'hui, ils viennent bousculer finalement les façons de penser, ils ne laissent pas indifférents. Donc, c'est un début de changement. Deuxième résultat, les dimensions affectives vont beaucoup dominer le discours des producteurs au début des processus, alors qu'après, c'est les dimensions cognitives et comportementales qui vont prendre le dessus. Et troisième résultat, finalement, ce que ça nous donne, tout ça, c'est une meilleure compréhension de ce processus pour une pratique qui va permettre ultimement de fournir un cadre pour mieux comprendre l'agencement des déterminants du changement au cours du temps, au cours du processus. C'est ce qu'on va voir tantôt. Deuxième chose auquel on s'est intéressé, c'est de regarder comment est-ce que les producteurs évoluent dans le processus de changement. Puis là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment les résultats de l'étude longitudinale sur 6 ans, où on a mis en évidence des trajectoires de changement, c'est-à-dire comment les producteurs évoluent dans ce processus-là. On a pu observer des producteurs qui stagnent uniquement au stade de résistance et qui restent là pendant 6 ans, des producteurs qui montrent une avancée lente, donc en 6 ans, ils passent d'un stade à un autre, à différents moments du processus. Des avancées régulières, ils mettent 2 ans à passer d'un stade à un autre. Il y a évidemment des reculs qui peuvent être lents et des reculs qui peuvent être rapides. Qu'est-ce que nous, on retient de tout ça ? D'abord, les producteurs ne débutent pas tous leur processus au même stade, ce qui veut dire que les prédispositions au changement sont évidemment différentes, notamment la présence de relève sur les fermes. C'est souvent un facteur qui va jouer sur le fait qu'on retrouve plus de producteurs dans les stades avancés. Il y a une motivation là derrière qui est plus forte et qui va pousser à plus s'intéresser à des nouvelles pratiques. L'évolution dans les premières étapes du processus est très longue et difficile. On a un nœud là qui est important, qu'il faut réussir à dépasser. Le passage à l'intégration va varier beaucoup selon les systèmes de production. Notamment, il va être plus facile pour ceux qui sont dans des systèmes de production maraîchère avec labour. Les cultures de couverture sont plus facilement intégrées. Quand c'est de la grande culture qui fait du semi-direct, les cultures de couverture, on a vu beaucoup de stagnation, de recul, parce qu'on a des cultures de couverture que les producteurs vont considérer comme rentrant en compétition avec leurs objectifs de production qui sont de diminuer le passage de la machinerie et également de limiter les coûts de production. Et donc là, avec des systèmes de pratique finalement qui souvent nécessitent plus de passage de machinerie et donc qui augmentent les coûts de production, à leurs yeux au début, ça limite finalement le passage vers l'intégration. Donc là, on a quelque chose à dépasser qui n'est pas non plus facile pour eux. Et puis, le résultat le plus important probablement, c'est qu'on se rend compte que quand le changement est plus régulier,
il est plus assumé et stable. C'est-à-dire que les producteurs ont davantage intégré pourquoi, comment, où ils vont faire des cultures de couverture. Ils sont davantage capables d'en parler, de l'exprimer, de l'expliquer. Les dimensions affectives sont plus stables. Il y a beaucoup plus de confiance et de sérénité. Alors que quand le changement va être trop rapide, c'est-à-dire que les producteurs qui font un espèce de saut de Tarzan dans le processus et qui vont passer rapidement du début au stade d'essai, ce changement-là, il est fragile. C'est-à-dire qu'on observe plus souvent des reculs dans ce changement-là. On va y revenir sur ces enjeux-là des trajectoires de changement et du temps. Dernier élément qui nous a intéressés, c'est finalement comment les déterminants des changements s'agencent au cours de ces processus. Alors là, ce qu'on a regardé, c'est... donc on a utilisé un cadre intégrateur des déterminants. Donc on a regardé à la fois... Quand les producteurs nous parlaient, on analyse leur discours, on est en recherche qualitative. Est-ce qu'ils parlent des caractéristiques des cultures de couverture? Est-ce que c'est lié aux caractéristiques du producteur? Est-ce que c'est lié à sa famille puis son exploitation? Donc, quelles caractéristiques du système? Est-ce qu'il y a des déterminants liés au milieu dans lequel il est? Par exemple, la présence de conseils? Ou est-ce que c'est lié au contexte agricole plus global? Comme par exemple, ça peut être des normes culturelles ou ça peut être également des aides financières venant de la politique publique. Et là, je vous ai mis un beau schéma. J'aime bien ça. Moi, je suis en analyse qualitative. Puis souvent, les gens qui sont en sciences dures, ils ont des beaux graphiques. Alors, j'en ai mis un. J'espère que vous avez tous vos jumelles. Et non, prenez pas peur. Je vais simplifier tout ça. Mais tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé donc sur nos 60 producteurs, là, on a regardé ce qui était souvent, parfois ou rarement cité dans les discours, pour chacun des facteurs qu'on a identifiés. Et puis, on les a classés en facilitateurs ou inhibiteurs, selon ce que les producteurs disaient. Ça m'a aidé, ça m'a freiné. Et puis, donc, ce que vous voyez là, c'est donc l'ensemble des facteurs qui ont été identifiés sur la base des analyses qu'on a menées. Et par contre... un élément important qu'il faut souligner, c'est que nous, on regarde ici, ce que vous voyez, c'est ce qui touche le plus grand nombre de producteurs. Mais il y a des facteurs qui peuvent être extrêmement importants à un moment donné pour un seul producteur, qui peuvent le faire reculer, notamment, on y reviendra tantôt, mais ceux-là n'apparaissent pas dans le schéma ici. Puis, vous voyez en haut de mon petit schéma, là, vous avez mes stades, là. Vous reconnaissez mes carrés gris, là. Et donc, la première chose, évidemment, qui ressort de ça, c'est que l'importance des facteurs, il évolue au cours du processus. Il n'est pas le même tout le temps. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que vous avez dû voir, c'est que il y a une diversité de facteurs qui jouent sur le passage d'un stade à l'autre du processus de changement. Il faut voir ça un peu comme une balance. Il y a plusieurs facteurs inhibiteurs, plusieurs facteurs facilitateurs qui vont jouer à chaque fois. Puis, évidemment, l'enjeu, c'est de le faire basculer du côté des facilitateurs. L'autre chose qu'on a vu, c'est que quand les producteurs avancent, les avancées dans le processus de changement, ils sont toujours multifactoriels. Par contre, le recul, il peut être unifactoriel. C'est-à-dire qu'un seul facteur peut faire reculer les producteurs dans les processus de changement. Puis, souvent, c'est des facteurs qui sont liés au système d'exploitation ou à la santé personnelle de l'individu. Okay, j'ai une annonce d'une maladie grave, on s'entend que les cultures de couverture, on n'y pense plus là. J'ai un système d'exploitation qui est familial, puis il y a une dispute dans la famille, on doit séparer la ferme, on s'entend que les pratiques agro-environnementales, ça prend le bord aussi à ce moment-là. Puis ça, c'est des facteurs qui sont qui peuvent agir sur des reculs importants. Là, je vais me limiter à vous relever les facilitateurs aux différentes étapes. Vous avez vu la complexité du schéma là. Ça me prend beaucoup plus que 25 minutes pour vous expliquer tout ça, là. Mais ce qui est intéressant, c'est les principaux facilitateurs qu'on a relevés aux différentes étapes. D'abord, aux étapes de la résistance et de l'ambivalence pour les cultures de couverture. On est toujours là-dessus. Quand le producteur réussit à prendre conscience qu'il y a des problèmes de dégradation du sol chez lui, qu'il les voit, pas qu'on lui a dit, là, qu'il les voit chez lui, ça joue comme un moteur important.
Voir des essais réussis de culture de couverture sous des conditions agroclimatiques qui sont similaires aux siennes, autour de lui, c'est un facteur important. Et les programmes gouvernementaux au premier stade sont également un facteur qui est souvent souligné par les producteurs. Moi, celui-là, je l'aime bien parce que quand vous y pensez, à ce stade-là, les producteurs sont très loin de faire des essais ou d'être dans l'intégration. Mais ce que ça nous dit, c'est que néanmoins, ces programmes gouvernementaux jouent un rôle de contexte rassurant. C'est rassurant, ça limite la prise de risque, comme en parlait Marie-Ève tantôt. Au milieu, au déclic, le déclic, c'est un stade très personnel. C'est prendre la décision. Ça peut être très rapide, puis très lent. C'est très variable d'un individu à l'autre. Mais ce qui va jouer là, c'est un flot de connaissances convergentes qui confirment les bénéfices des cultures de couverture. On a vu des producteurs qui avaient rencontré des conseillers qui lui disaient 2 fois la même chose, qui leur disaient des choses différentes. Si là, il y a des flots de connaissances qui ne sont pas convergentes sur les cultures de couverture, ça va être très difficile pour le producteur de dépasser ces stades-là. Et voir des producteurs engagés réussir des cultures de couverture autour de l'exploitation, c'est aussi un élément important. Et sur les derniers stades, le conseil spécialisé individuel, évidemment, c'est là où on pense l'itinéraire technique. Donc, le conseil spécialisé individuel joue beaucoup. L'échange de connaissances avec les voisins pour maîtriser l'itinéraire technique, parce que souvent, ça ne suffit pas. Et puis, l'agronome, aujourd'hui, il est payant. Et puis, le soutien financier pour les essais qui joue aussi ici comme un rôle majeur. Alors, quelques implications pour la pratique qui semblent importantes. D'abord, des enseignements, je pense, à tirer de ces recherches-là pour la politique publique. On voit que l'aide financière, elle joue au début du processus comme un contexte rassurant pour les producteurs, mais finalement, elle soutient surtout au stade de l'opérationnalisation. Si elles sont suffisamment flexibles, parce que les producteurs ont besoin d'apprendre ces techniques-là par essai-erreur, et on ne veut pas toujours augmenter ces superficies d'année après année. Des fois, c'est juste maîtriser quelque chose qui est important. Et donc, il y a un enjeu là de flexibilité dans les aides financières qui est important. Puis la durée, on voit des producteurs souvent qui vont se décourager parce que les résultats ne sont pas en rendez-vous après 1 an. Puis ça arrive très souvent avec les cultures de couverture, parce qu'il y a une technique qui n'est pas facile à maîtriser. Puis ça, c'est un enjeu. Le conseil agricole, j'en ai parlé l'année dernière, on a fait une étude là-dessus. Moi, ça me préoccupe beaucoup parce que finalement, il n'agit que dans les stades avancés du changement. Et globalement, ce qu'on observe, c'est que les producteurs sont beaucoup aujourd'hui laissés à eux-mêmes en début de processus. Et ça, c'est très préoccupant. On peut identifier des leviers pour soutenir l'intégration des cultures de couverture. Sur la base de cette étude-là, quand on comprend mieux le processus. L'accompagnement individuel pour aider les producteurs à repérer par eux-mêmes les problèmes de dégradation des sols sur leur champ, sur leur exploitation. C'est pas juste de leur montrer des études, là. Ça suffit pas, faut qu'ils le voient. On est tous des Saint Thomas, là. Ou comme disait Yvon Deschamps, on veut pas le voir, on veut pas le savoir, on veut le voir, là. C'est ça, là. C'est vraiment important. Puis si ça s'est mis en place, là, les journées de démonstration peuvent avoir un rôle quand les producteurs peuvent voir autour d'eux des essais de leurs voisins. Mais les démonstrations des essais des voisins, s'il n'y a pas eu cet accompagnement individuel pour qu'ils voient les problèmes, ils n'iront pas, simplement. Puis je pense que c'est ce qui est largement constaté là-dessus. Pas à ce stade-là, en tout cas. Pour le stade de déclic, créer des lieux de dialogue entre conseillers pour que les connaissances sur les cultures de couverture soient convergentes au niveau local, c'est important, c'est majeur. Valoriser les champions des cultures de couverture, là aussi, ça pourrait être des pistes intéressantes. Et finalement, sur les derniers stades, encourager l'apprentissage en groupe de pairs sur les itinéraires techniques, le conseil agronomique individuel, évidemment, et l'aide financière quand elle est longue pour plusieurs essais qu'elle permet de faire perdurer les essais au rythme des producteurs. Finalement, dernier élément dont je ne vous ai pas parlé, mais on a pu mettre en évidence que quand il y avait une action collective locale bien menée dans un contexte propice, c'était un facteur qui jouait sur toutes les étapes. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas des actions qui peuvent être menées sur tous les territoires. Donc, c'est complexe. On pourrait y revenir éventuellement. Et finalement, ce que montre cette étude, c'est l'importance d'un accompagnement progressif tout au cours du processus, plutôt qu'un soutien qui offre une opportunité alléchante ponctuellement. C'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui. Pour conclure, je pense qu'il y a quelques enseignements à tirer de ces recherches-là, plus globalement sur l'intégration, des recherches sur l'intégration des pratiques agro-environnementales. Pour moi, les processus qui conduisent à l'intégration des pratiques agro-environnementales, ça reste encore une boîte noire.
Comment ça se passe exactement? On l'a fait, on commence à la... Mais on a une étude longitudinale de 6 ans pour 20 producteurs, là. Puis des études longitudinales sur l'adoption, j'en ai pas vu. On commence, ça reste pour moi largement une boîte noire de comprendre ces processus-là. Pourtant, c'est une connaissance qui nous permet de comprendre comment s'agencent au cours du processus les différents facteurs d'adoption. En fait, ça nous permet d'avoir un espèce d'étirement temporel de tous ces facteurs-là qu'on connaît, et du coup de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on met tous nos œufs dans le même panier, puis on oublie d'agir à certains endroits du processus. Puis c'est ce que ça semble indiquer. Aujourd'hui, on soutient peu les producteurs dans les débuts du processus de changement qui sont les plus difficiles. Là, on a un enjeu qui est extrêmement important. C'est aussi des recherches qui permettent de faire ressortir des leviers pour accompagner le changement. Donc ça me semble assez important. Néanmoins, ces études longitudinales, elles sont complexes. Et aujourd'hui, je pense que si on veut réellement suivre ces processus de changement, il faut des études longitudinales de 10 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'un producteur met globalement 2 ans à passer d'un stade à un autre quand le changement est régulier. Ça veut dire que des études longitudinales de 10 ans, même moi, je me questionne sur mon envie de lancer une étude longitudinale de 10 ans. Et encore plus, où est-ce que je vais trouver un financement un peu périn pour avoir pouvoir mener ce genre d'études, quoi. Pourtant, on en a grandement besoin. Donc, je vous laisse sur ces réflexions.